Bonjour et bienvenue sur Codable.tv pour un troisième épisode. Aujourd'hui on va parler de l'électricité, surtout de l'électricité appliquée à la voiture. On verra que ça apporte beaucoup de promesses pour l'humanité, beaucoup d'évolutions possibles, chose que la voiture thermique n'apporte absolument pas et il faut s'en débarrasser de la voiture thermique. On verra également pourquoi, à la suite de cette vidéo, la plupart des choses que l'on a données par les journalistes sont des mensonges et qui, je pense, sont soit myopes, soit débiles, soit payés par l'industrie du pétrole. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Alors quand je dis que les haters sont myopes et payés par l'industrie du pétrole, c'est pas juste une petite claque, un petit troll que je mets comme ça gratuitement. Il y en a, il y a la preuve est là quoi. Par exemple la chaîne Al Jazeera Plus, qui est une chaîne YouTube payée par le Qatar pour les 12-25 ans en gros, n'hésite pas à déglinguer Tesla, à déglinguer Elon Musk en personne, en disant que sa voiture pollue et que les travailleurs qui récoltent les cobaltes et compagnie sont des esclaves modernes quoi. Non mais allô quoi. On parle du Qatar, de sa politique énergétique, et des travailleurs qui sont des esclaves qui font les stades au Qatar pour la Coupe du Monde, quoi. Les composants des batteries ne sont pas toujours très halal. Tous les travailleurs qui extraient du lithium en Argentine ou du graphite en Chine, ils n'ont pas tous un salaire fixe avec des congés payés, des tickets resto. Et là, je te parle même pas des enfants qu'on exploite en RDC pour ramasser du cobalt. Et tout ça pour que monsieur puisse rouler en voiture électrique et mettre un emoji planète sur sa bio Insta. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent? Quelle indignité. Voilà, donc ça, ce sont les propos et les commentaires tenus par un mec directement payé par le Qatar, mais vous n'en faites pas que des journalistes payés par l'industrie du pétrole ou par des marques de voitures thermiques, il y en a aussi d'autres, quoi. Bon, on va lâcher les journalistes, hein, c'est trop facile de les critiquer, la plupart n'ont pas de déontologie, ils ne connaissent pas de quoi ils parlent, donc on va arrêter là. On va commencer par une petite boutade sur l'électricité. Elle est géniale, mais elle sert à rien, telle qu'elle. C'est-à-dire que si jamais vous vous retrouvez seul sur une île déserte avec une batterie à côté de vous, Un seul coup. Pour me suicider avant de mourir de faim. ça vous en ferait rien de la batterie. Voilà. C'est-à-dire que je vous donnerai un sac d'électrons pour votre survie en forêt. Il vous servirait à rien ce sac d'électrons. Déjà ça n'existe pas un sac d'électrons, mais en plus il vous servirait à rien. Donc pourquoi est-ce que j'adore une électricité qui telle qu'elle ne sert à rien? On va voir ça dans les prochaines slides. Alors premier point, on va dire le point mineur de l'électricité, l'avantage mineur de l'électricité, ça se transporte super bien sur de très grandes distances. C'est-à-dire que, vous voyez, il suffit de mettre quelques pylônes dans un champ, des câbles, pas besoin de chauffer le câble, pas besoin de le refroidir, vous mettez juste le câble à l'air libre, et vous pouvez transiter autant de puissance pour alimenter des villes entières, quoi. Donc c'est totalement un investissement très faible pour la puissance que ça comporte. Ça a très peu de pertes, c'est-à-dire que ces câbles ont 95% de rendement. Tout ça, si on compare par exemple avec le pétrole ou le gaz qui ont besoin d'avoir soit un va-et-vient incessant de camions, soit un va-et-vient incessant de bateaux. Pour quelques euros, ces deux roues peuvent supporter jusqu'à 700 litres d'essence. Ça arrive qu'il y ait des accidents. Et quand on tombe, l'essence se renverse partout et tout prend feu. Soit des pipelines qui coûtent une fortune au kilomètre, on se rend compte que l'électricité se transporte vraiment super bien, avec un rendement incroyable, des puissances qui circulent sur de très très grandes distances, tout ça avec une infrastructure assez modeste compte tenu de ce que ça fait. Bon, alors le transport d'électricité c'est déjà un gros avantage en faveur de l'électricité, mais son énorme avantage de l'électricité, c'est qu'elle se transforme en tout. Quand je dis tout, c'est tout. Par exemple, reprenons vous sur une île déserte avec uniquement une batterie. Si vous avez que la batterie, vous êtes foutu. Mais si vous avez la batterie plus d'autres appareils, alors là, vous n'avez plus à vous en faire, vous allez avoir tout le confort moderne juste avec votre batterie. Parce que l'électricité se transforme en tout. Elle se transforme en chaleur avec la radiation, c'est le cas avec le micro-ondes. Elle se transforme par effet Joule aussi en chaleur. Elle se transforme aussi en lumière, par effet Joule plus incandescence, c'est le cas des ampoules à incandescence qu'on a depuis maintenant un siècle. Elle se transforme également en lumière par l'effet LED, enfin par les LED. Elle se transforme en force mécanique avec la force magnétique et les moteurs électriques que l'on a aussi un peu partout autour de nous, le lave-linge et compagnie. Elle se transforme en produit chimique, c'est-à-dire qu'elle permet de transformer les molécules en d'autres molécules par le principe d'oxydoréduction.
qu'on a dans les batteries lithium par exemple, ou par le principe d'électrolyse, qu'on verra aussi dans les batteries avec l'hydrogène. Donc elle se transforme absolument en tout. Et c'est pas fini. Elle se transforme en tout, mais elle provient de tout aussi. C'est-à-dire qu'on peut générer de l'électricité à partir de forces motrices, c'est le cas des turbines par exemple, qu'on a dans les éoliennes ou qu'on a dans les centrales à gaz, au charbon ou au nucléaire, tout ça c'est la même chose. On peut aussi transformer de l'électricité, produire de l'électricité depuis la lumière avec l'effet photovoltaïque. On peut aussi produire de l'électricité depuis la chaleur. Alors il y a l'effet Seebeck qui existe, mais qui n'est pas très efficace. Donc on va préférer transformer la chaleur en force motrice et la force motrice en électricité. Pareil, c'est le cas des centrales nucléaires, charbon ou gaz, le principe est le même. On fait chauffer de l'eau, on fait bouillir de l'eau et on met la vapeur d'eau dans une turbine. Elle se transforme aussi en produits chimiques, de la même manière que pour les autres, c'est-à-dire l'oxydoréduction et l'électrolyse sont des propriétés réversibles. Donc on peut produire l'électricité en transformant des molécules. Et c'est ça l'énorme avantage de l'électricité. C'est-à-dire qu'on peut la produire de plein de sources différentes, à la fin c'est la même électricité. On la met dans un câble, le câble circule sur de longues distances sans perte, et de l'autre côté du câble, on peut lui faire énormément d'usages pour se chauffer, pour s'éclairer, pour faire fonctionner notre ascenseur, pour faire fonctionner notre batterie, plein d'autres utilités. L'électricité joue un peu une couche d'abstraction entre ce qu'on produit, ce qu'on consomme, et tout ça en mélangeant le tout sur des grandes distances, sans aucun problème. C'est ça l'énorme avantage de l'électricité. Elle permet de mélanger les énergies, de faire un mix énergétique, et de rendre totalement transparent qui a produit cette électricité et qui va la consommer. Faites tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Hein? Alors, maintenant on peut appliquer ce qu'on connaît sur l'électricité avec les voitures thermiques et les voitures électriques. Dans le cas de voiture thermique, nous avons un moteur à essence, ce qui fait que nous avons besoin d'essence, tout simplement. Donc on peut retourner le problème comme on veut. À la fin, votre voiture thermique doit avoir de l'essence. On ne peut pas faire autrement que extraire du pétrole et l'utiliser et le polluer en l'utilisant. C'est même encore plus dégueulasse que ça les voitures thermiques, puisqu'en fonction du moteur que vous avez, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel produit du pétrole. Par exemple, aujourd'hui en France, on souhaite se passer du diesel. Et bien, juste pour passer du diesel à l'essence, on est carrément obligé de reconstruire des voitures et de changer tout le parc automobile français. Quand je vous dis j'ai un trou, les gars, je rigole pas, je sais plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je mette. Je sais pas si c'est gasoil, je sais pas si c'est essence. Samplon, il y avait samplon économie, je sais pas quoi là, les trucs genre pour la nature. Les gars, j'ai mis 50 € d'essence, de samplon 95 dans un diesel. 50 balles, les gars. C'est-à-dire que les voitures thermiques sont d'un niveau de non-flexibilité vis-à-vis des sources d'approvisionnement qui est catastrophique. Et elles sont obligées d'avoir de l'essence, on ne peut rien faire d'autre que l'essence, et elles sont même uniquement pour un type d'essence donné. Et quand on veut passer du diesel à l'essence, de l'essence au fuel, du fuel au mazout ou au kérosène, ce sont des moteurs totalement différents et ça nécessite de refaire tout le parc à chaque fois. Les moteurs thermiques sont une véritable catastrophe, quoi. On est obligé d'utiliser de l'essence et rien d'autre, et on est même lié à un type d'essence. Ils n'ont aucune flexibilité sur les sources d'approvisionnement possibles. Place maintenant à la voiture électrique. Alors ce que l'on dit, c'est que la voiture électrique, ça va être pareil que la voiture essence, puisqu'à la fin, il va falloir faire tourner une centrale au gaz, au charbon, au pétrole pour alimenter la voiture en électricité. Soit, ok, c'est peut-être le cas. C'est peut-être ce qui va nécessiter au début, pour faire tourner une voiture électrique, qu'on ait des centrales au charbon, des centrales au gaz, quoi. Déjà, rien que ça, il y a un avantage. On ne pollue plus dans les villes. C'est pas terrible, mais c'est déjà un avantage. C'est-à-dire qu'au lieu de polluer là où des millions, des milliards de personnes vivent, on brûle les énergies fossiles à l'extérieur des villes. Pour moi, c'est déjà un avantage énorme. On ne se tue pas la santé à cause des voitures thermiques dans les villes, quoi. Mais ce que les haters ne voient pas... Attends, c'est bizarre, hein. Tu m'as dit un truc bizarre, j'ai l'impression. C'est qu'on peut changer ça d'une manière très simple. On peut commencer avec des centrales au charbon, migrer vers des centrales nucléaires après pour stabiliser la production, et quand on arrivera à bien gérer l'énergie renouvelable, avoir que de l'énergie renouvelable. On pourra changer les sources de production d'énergie électrique sans rien changer aux voitures électriques. C'est-à-dire qu'on gardera le même réseau électrique, on gardera les mêmes voitures électriques, et notre consommation sera beaucoup plus verte parce qu'on aura changé de manière totalement transparente, de manière totalement seamless, comme disait l'anglais, vers des moyens de production bas carbone.
Et ça, c'est la magie de l'électricité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer nos moyens de production au gré de nos besoins et au gré de nos avancées technologiques pour aller vers toujours plus de décarbonation. On arrive donc sur la première connerie journalistique. Les journalistes, souvent, disent « La voiture électrique pollue autant que le thermique car on allume des centrales au charbon ». La vérité est beaucoup plus verte pour la voiture électrique. Avec le thermique, on reste piégé dans les énergies fossiles, impossible de s'en séparer. Le simple fait de changer du diesel à l'essence nécessite de changer tout le parc automobile. Avec l'électrique, on peut commencer avec du charbon et changer pour des énergies renouvelables sans changer la moindre voiture électrique. La voiture électrique offre donc beaucoup plus d'options, beaucoup plus de possibilités dans le futur pour avoir des énergies décarbonées. Je dirais nymphalie en fait. Ouais! Et c'est la première erreur! Oui! Alors, on a donc vu que la production d'énergie électrique peut être aussi bien carbonée que décarbonée. Donc passer à la voiture électrique n'est pas obligatoirement une production avec des centrales à gaz ou au charbon comme nous aimeraient le faire croire les journalistes, mais on pourrait très bien, dans le cours du temps, changer et aller vers du décarboné, chose qui est impensable à faire avec l'énergie fossile et les voitures thermiques. Maintenant, on va voir l'autre gros mensonge qui est le stockage. Ce qui est vrai, c'est que l'électricité ne peut pas être stockée. On ne peut pas avoir un sac rempli d'électrons. Mais vu que l'électricité peut être convertie en plein de choses, dont de l'énergie mécanique et dont de l'énergie chimique, eh bien ces deux formes d'énergie, elles peuvent être très bien stockées. Et on peut donc concevoir tout un tas de batteries avec différentes technologies, et on n'a pas encore vu toutes les possibilités de batteries électriques, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors première chose auquel on n'y pense pas, mais oui, on sait déjà faire des batteries électriques de très très grosse puissance. On sait déjà le faire, et vous l'avez devant vous, la plus grosse batterie électrique de France. Elle a une puissance qui, quand elle démarre, équivaut à 2 réacteurs nucléaires. Elle est capable de fournir la puissance de 2 réacteurs nucléaires durant 24 heures. C'est donc une puissance électrique gigantesque, et on l'a déjà. Voilà, c'est un barrage en fait. On en a déjà. Dans le monde, il y a déjà des barrages réversibles. C'est-à-dire qu'ils ont 2 bassins, un en haut, un en bas. Quand il y a trop d'électricité, ils pompent vers le bas, ils pompent l'eau dans le barrage du haut, et quand il n'y a pas assez d'électricité, ils génèrent de l'électricité en faisant couler de l'eau du bassin du haut vers le bassin du bas. C'est ce qu'on appelle une steppe, et on a déjà. La plus grosse en France est dans l'Isère, et elle a une puissance gigantesque. Il y a donc une canalisation qui descend cette eau jusqu'à une turbine. Encore faut-il ouvrir les vannes. Mais Dieu est donc cette énergie à notre disposition en Jésus ressuscité. Voilà, donc l'électricité, une nouvelle fois, se stocke de bien des manières. Vu qu'elle se transforme de bien des manières, elle se stocke aussi de bien des manières. Ici, elle se stocke à l'aide d'eau qu'on fait monter et descendre à l'aide d'un barrage. Il y a déjà des startups à l'heure actuelle qui sont sur le fait de transformer de l'eau en béton. C'est-à-dire que d'utiliser des blocs de béton qu'on monte et qu'on descend au gré de la demande d'électricité. Et on peut ainsi continuer avec plein de choses, plein de possibilités de stockage mécanique. Il suffit de faire monter, descendre, ou de compresser du gaz dans un piston et de relâcher le piston. Enfin, il y a énormément de possibilités de stockage mécanique. La problématique du stockage mécanique, c'est 2 choses. D'une part, ce barrage n'est pas très portatif, c'est-à-dire on aura du mal à le mettre dans une voiture quand même. L'autre chose avec les barrages comme ici, c'est qu'il ne peut pas vraiment les gérer, on va dire, heure par heure, quoi, ou minute par minute, voire même seconde par seconde. Dans une voiture électrique, quand on démarre, il faut beaucoup d'électricité, et après beaucoup moins quand on est en régime nominal, et il faut après reprendre l'électricité, c'est-à-dire générer de l'électricité quand on décélère, quoi. C'est pas possible avec ce type de barrage qui se commande à la journée et non pas à la seconde comme dans une voiture électrique. La deuxième technologie pour stocker de l'électricité, c'est la forme chimique. Pour ça, il y a 2 types de réactions chimiques. Premièrement, électrolyse. Le lithium. Qui se matérialise beaucoup avec aujourd'hui les batteries lithium, qui sont l'alpha et l'oméga des batteries électriques, les batteries au lithium. C'est le lithium qu'on doit proposer aux patients. Et tout récemment, on a vu apparaître maintenant les batteries à l'hydrogène qui, eux, fonctionnent sur le principe de l'électrolyse. Donc on a déjà 2 grandes familles de réactions chimiques qui peuvent découler de plein de formules différentes, de plein de molécules différentes pour stocker. À l'heure actuelle, c'est lithium-hydrogène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où une voiture à essence a besoin d'essence, on ne pourra jamais faire autre chose que de lui donner de l'essence. On pourra peut-être varier les types d'essence et c'est tout. Une voiture électrique a besoin d'électricité. Elle n'a pas besoin de cobalt, elle n'a pas besoin de lithium, elle n'a pas besoin de métaux rares, de terres rares ou quoi que ce soit. Elle a besoin d'électricité.
peu importe comment on la stocke et comment on la produit. On a donc déjà, aujourd'hui, un avenir de batterie avec beaucoup moins de terres rares et beaucoup moins de problèmes géopolitiques ou beaucoup moins de pollution. Par exemple, là j'ai fait une recherche et j'en ai trouvé 3, très simplement. Il y a Tiama qui propose maintenant des batteries sodium-ion, donc qui ont totalement remplacé les lithium dans leurs batteries. Il y a Tesla qui a réussi à mettre en place, a réussi à concevoir une batterie lithium mais sans cobalt. Donc il a réussi à retirer une des matières les plus polluantes et les plus controversées, puisque le cobalt est extrait en République démocratique du Congo dans des conditions peu morales et louables. Donc il a réussi à s'en passer. Cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Une fois de plus, parce que le moteur n'a pas besoin de cobalt, il a besoin d'électricité. Donc si on conçoit une batterie sans cobalt, et ben ça marche aussi. Et enfin, il y a Real Graphene qui propose, quant à eux, des batteries au graphène. Donc pareil, ils ont réussi à remplacer le lithium par un autre matériau. On arrive donc à la connerie journalistique numéro 2. Les batteries polluent trop et n'ont pas assez d'autonomie. Là encore, il faut voir que l'électricité se stocke de bien des manières et qu'on n'a vraiment pas fini le tour de voir toutes les technologies possibles de stockage d'électricité. Il faut voir aussi qu'avant on n'avait pas besoin de telles batteries. Et on avait besoin de petites batteries lithium pour faire fonctionner nos téléphones. Quand on est arrivé avec la voiture électrique, on a juste pris nos batteries téléphones et on les a agrandies, parce qu'on n'avait pas autre chose. Maintenant que les voitures électriques vont se répandre dans la société, déjà des industriels comme Tesla, ou des startups, des boîtes de recherche, commencent et mettent en place des batteries beaucoup moins polluantes, des batteries avec beaucoup plus d'autonomie. Il faut juste laisser le temps au marché de trouver, et vu que l'électricité a une variété infinie de stockage, je suis prêt à parier que dans les prochaines années, on aura des batteries très haute performance, très haute autonomie, et qui polluent beaucoup moins que les batteries actuelles. Mais non, mais arrêtez! C'est scandaleux! C'est scandaleux! Et enfin, troisième connerie journalistique, la dernière, ma préférée. Les batteries seront composées de terres rares, métaux rares, on sera dépendant de pays étrangers pour l'approvisionnement. Nous sommes déjà dépendants du pétrole par les pays du Golfe, mais ça ne semble gêner personne à l'heure actuelle. On est dépendant du gaz de Russie, mais ça ne semble gêner personne également. On est déjà dépendant de la Chine vis-à-vis de tout un tas de produits, mais ça semble gêner personne. Donc là, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, cette dépendance en plus crée un véritable drame, alors qu'on est déjà pieds et poings liés avec des dépendances vers d'autres pays. Alors je suis déjà en difficulté. De plus, avec le pétrole, nous sommes dépendants à l'usage. Sans pétrole, le pays s'arrête dans les semaines suivantes. C'est par exemple le cas quand la CGT décide de bloquer les raffineries. Aussitôt, on a des queues gigantesques sur les stations-service, et aussitôt, le pays est à l'arrêt parce qu'on n'a plus de pétrole pour faire fonctionner. On est dépendant à l'usage. Dès qu'on utilise du pétrole, il disparaît, il nous faut un nouveau pétrole. C'est une dépendance vraiment, c'est la pire des soumissions. On a une laisse autour du cou vis-à-vis des pays de Golfe. On sait très bien qu'on ne peut pas se permettre 1 mois, 2 mois sans approvisionnement des pays du Golfe. Donc on a donc une dépendance à l'heure actuelle qui est vraiment une soumission totale de la France vis-à-vis des pays du Golfe. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est trop dur! C'est quoi ça que je touche là? Avec les batteries, donc à condition qu'aucune technologie arrive et on reste dépendant des terres rares, des métaux rares et de tout ce qui vient de Chine, nous sommes certes dépendants de la Chine et des pays ayant des terres rares, mais nous sommes dépendants à la conception. Ça signifie qu'en cas d'arrêt, les voitures déjà construites continuent à tourner. Et il faudrait des mois, voire des années, pour que le pays soit réellement totalement à l'arrêt, ce qui nous laisse le temps de trouver une autre solution. Ça a été le cas aujourd'hui avec le Covid, c'est-à-dire que les usines de construction de voitures en Europe sont arrêtées à cause d'une pénurie de semi-conducteurs et à cause des freins à la logistique dans le Covid. C'est pas pour autant que nos voitures se sont arrêtées de tourner en Europe. C'est juste qu'on a moins de voitures neuves, on va peut-être plus galérer à les réparer, mais toutes les voitures neuves déjà construites et qui tournent et qui fonctionnent n'ont que faire de la dépendance avec la Chine. Donc on transforme une dépendance à l'usage par une dépendance à la conception qui nous retire vraiment un poids et qui nous retire la laisse qu'on avait vis-à-vis des pays du Golfe. Donc là encore, la voiture électrique, certes, nous rajoute une dépendance, mais nous retire une dépendance qui était bien pire. Mais quoi? Mais non, mais c'est pas juste! En résumé, le pétrole, c'est une impasse. C'est une triple impasse. C'est une impasse écologique, puisque le principe même d'une énergie fossile, c'est de pouvoir la brûler et donc de rejeter des CO2.
Donc vous pouvez prendre votre essence, votre pétrole et votre gaz comme vous voulez, à la fin vous allez finir par le brûler et rejeter du CO2. Point barre. Donc c'est une impasse écologique. C'est une impasse aussi économique, puisqu'on est dépendant vis-à-vis d'un pays, des pays producteurs de pétrole, et on est dépendant à l'usage. Il ne peut pas se passer une seule journée en France sans que l'on ait besoin du pétrole dans la vie de tous les jours, sans qu'on ait besoin de notre importation en continu du pétrole. C'est une impasse industrielle, puisqu'on ne pourra pas améliorer nos moteurs à essence, on pourra à la rigueur passer d'un pétrole à un autre, mais ça nécessitera de renouveler tout le parc automobile. Donc c'est aussi une impasse industrielle, on ne pourra jamais aller plus loin dans nos moteurs que l'on a actuellement. Ce tombeau sera votre tombeau. Aucune issue, on est coincé. En résumé, avec l'essence, on est bloqué, puisqu'on ne pourra jamais faire autrement que de l'essence, c'est-à-dire un moteur à explosion a besoin d'essence, une centrale à charbon a besoin de charbon. L'électricité n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, on dit que l'électricité a besoin de charbon, de gaz, de cobalt, de lithium. C'est parce qu'on a les technologies qui nécessitent ça pour produire de l'électricité. Mais l'électricité en soi peut être produite de plein d'autres choses qui nécessitent ni charbon, ni gaz, ni cobalt, ni lithium. C'est à nous de changer notre société pour l'électrifier, davantage surtout dans les transports, et d'investir dans la recherche pour trouver de nouvelles manières de production d'électricité décarbonée et pour trouver de nouvelles batteries pour l'électricité décarbonée et beaucoup moins polluante que ce qu'il y a actuellement. Et si c'est possible, regardez, vous allez voir. Avec l'essence, c'est une impasse, on pourra retourner le problème quand on veut, il n'y a aucune solution envisageable. Avec l'électricité, l'espoir existe. Il faut donc bifurquer vers l'électricité, croire dans nos moyens technologiques et investir pour créer des batteries et des productions plus vertes. Voilà, j'en ai donc fini avec cet épisode sur la voiture électrique, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous ne ferez plus avoir par les vilains journalistes qui vous racontent souvent un peu des bobards sur l'électricité. C'est vraiment pour moi un passage obligé vers l'énergie verte. Ce n'est pas le paradis, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas de passer à la voiture électrique pour que tous nos problèmes disparaissent, mais la voiture électrique nous apporte beaucoup plus de flexibilité sur notre avenir, beaucoup plus de choix possibles pour se débarrasser du fossile que ne le permet une voiture thermique. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.